Alors, je me présente, je m'appelle Nicolas Barrial. Alors, je suis journaliste. Accessoirement, je suis un avatar. J'étudie un peu les avatars depuis, on va dire, 2003. En l'occurrence, depuis que je suis un peu tombé dans Second Life à l'époque. Alors évidemment, il va nous parler de Second Life, ce vieux truc dont plus personne n'entend parler aujourd'hui, mais en réalité, on se rend compte que avec le retour avec Oculus, en fait, il y a eu une espèce de, on va dire, de retour, un retour d'amour sur la réalité virtuelle. Et puis toutes les personnes qui étaient un peu dans les mondes virtuels type Second Life se sont senties un peu trahies en disant bon voilà, on parle de la VR, on parle plus du tout de nous, on parle du gaming, etc. Mais on se rend compte au final que parmi les nouveaux acteurs de la VR, il y a beaucoup de personnes qui viennent en fait de ces mondes-là, de Second Life, c'est-à-dire même parmi, comment dirais-je, les acteurs qui ont par exemple fait que Facebook ait racheté Oculus, par exemple. Enfin, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc, je dis, le métavers, en fait, c'est bizarre, vous entendez? Parce que j'ai l'impression qu'il faut vraiment avoir la bouche dessus, non? Ok. Donc en fait, métavers, c'est français, hein, parce qu'on dit, tout le monde dit métaverse, mais métavers, c'est le terme anglais. Et la télécommande est là. OK. Ouais, OK. Bon. Donc, c'est la promesse d'un Internet habité. Hein. Bon, c'est un Internet dans lequel on se déplace sous la forme d'avatar, avec des contenus, évidemment. Il y a une définition qui n'existe pas vraiment, parce que le métavers n'existe pas fondamentalement pour l'instant. Mais on a des inspirations. Donc, dans la cyberculture c'est des dystopies en général. En l'occurrence, bon voilà, alors les plus cités, alors il y a neuromanciens, mais les plus cités par ceux qui créent des ébauches de métavers, c'est Snow Crash. Donc Snow Crash, c'est celui qui était un peu à l'origine. Bon, en français, c'est le samouraï virtuel. Donc en fait, c'est toujours des histoires un peu dramatiques. Hein. Le métavers est toujours vu d'une manière un petit peu. C'est quelque chose de. On est toujours au bord d'une révolution et le métavers est un élément de cette révolution. En l'occurrence, dans Snow Crash, il y a un personnage, donc le méchant, l'affreux, qui donc prend le contrôle des esprits. Et il y a un hacker qui utilise le métavers pour, comment dirais-je, voilà, comme un passage pour pouvoir délivrer des messages, etc., pour disons, sauver l'univers en quelque sorte. Ça, c'est la référence, disons, qui a été à l'origine de Second Life, mais maintenant, il y a une nouvelle référence, c'est Ready Player One. Et Ready Player One, il est cité également pas mal pour les nouvelles ébauches de métavers dont on va parler plus tard. Donc Ready Player One, c'est un monde où il n'y a plus d'hydrocarbures. C'est un monde au bord de la guerre. Et en fait, toute l'économie, en fait, les gens se réfugient dans cette espèce de métavers, mais plus pour des raisons économiques. C'est-à-dire que, en fait, toute l'économie, toute la création de richesse se fait dans le métavers. Donc, disons qu'il y a une vision un petit peu plus un peu différente parce que dans Ready Player One, il y a un héros donc, qui va chercher un easter egg qui est caché à l'intérieur donc, de ce métavers. Et il va devoir revisiter un peu toute la planète geek, puisqu'il va se retrouver dans des Pac-Man géants, dans des trucs comme ça. Il va devoir combattre en quelque sorte pour retrouver cet easter egg. Et celui qui retrouve le easter egg, comment dirais-je, donc obtient les clés, on va dire, il a toute la puissance du métavers. Bon, voilà, ça reste de la science-fiction, mais bon, c'est là-dedans que sont évoqués. Mais là, on est plus sur l'univers d'Oculus, dans le sens où on est dans une somme d'expériences. C'est-à-dire, on n'est pas dans un univers, on est dans un univers qui, comme un portail, avec différentes expériences. On est plus proche du jeu vidéo, alors que dans le samouraï virtuel, on était plus proche de l'univers virtuel tel qu'on le conçoit. Donc évidemment, il y a d'autres inspirations plus classiques dans la pop culture. Toujours pareil, c'est toujours une vision un peu dark. Donc évidemment, on a Matrix, on a Existence. Existence, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose avec lequel on se plug pour pouvoir rentrer. Ça fait penser un peu Oculus finalement. C'est un peu
Et dans Dark City, là, on est plus dans l'idée de la réalité virtuelle un peu comme une drogue, en fait. C'est de la dope, en fait, la réalité virtuelle. Et on retrouve cette idée aussi pas mal. Donc finalement, en reprenant ces éléments, qu'est-ce que c'est que le métavers? Donc déjà, le métavers, c'est une simulation totale, simulation de vie, on simule tout, en fait. Voilà. C'est une matrice de réalité informatique, c'est-à-dire dans le sens où, à l'intérieur même du métavers, on peut créer d'autres réalités. On a des capacités de pouvoir créer d'autres réalités. On peut parler d'inception, finalement, un rêve dans le rêve. Il y a plusieurs couches, en fait. Ça peut être aussi, comme je disais, c'est l'idée d'un portail. Mais avant tout, ce n'est pas obligatoirement un monde objectivé, c'est-à-dire à la différence du jeu vidéo où il y a des scénaristes, un développeur, etc. L'idée, c'est que quand même, il y a une grosse marge de liberté, une grosse marge d'action. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il ne va pas y avoir des éléments très scénarisés, des objectifs, une quête, etc. Bon, voilà, pour se rapprocher plus de la réalité, c'est un cluster en fait de mondes virtuels. C'est-à-dire dès aujourd'hui, il y a des mondes virtuels. Donc, un autre élément, c'est qu'il est synchrone. Donc, il est toujours en ligne et persistant. Et il est mémoriel, c'est-à-dire que si je rentre dans le métavers, que je pose un objet, normalement, je ressors, je reviens 2 ans après, il y est toujours. Voilà. Donc, alors ça, c'est ce que je disais pour le cluster de monde virtuel, c'est que il est unifié ils sont unifiés par un protocole. Donc ça, c'est toute la question, c'est qui va définir ce protocole. On ne sait pas encore quel protocole va être dominant si d'aventure un jour un métavers venait à naître. En tout cas, dans les embryons de métavers, c'est les questions que les gens se posent de savoir quel va être le protocole dominant. Voilà. Alors, l'idée toujours aussi, c'est qu'il y ait des véhicules identitaires. Ça, c'est très important parce que pour moi, le métavers, c'est avant tout les avatars. C'est-à-dire que c'est un environnement, on va dire, humain, tout de même, malgré qu'on soit dans un environnement informatique. Il y a il faut également qu'il y ait différents accès à la structure. Évidemment, il y a le code source, les serveurs, etc. Mais à l'intérieur du métavers, il faut qu'il y ait des possibilités de coder, des possibilités de construire, voilà, des possibilités de développer à l'intérieur, vraiment, sans passer par la case je sors, vraiment qui est une vie in-world en termes de création. Et enfin, une capacité à se révolutionner. Là, c'est plutôt l'idée, c'est community-driven, c'est-à-dire en fait, c'est la communauté qui va amener le métavers à se révolutionner de l'intérieur. Moi, j'ai pu observer ça dans Second Life. Par exemple, quand je suis arrivé, on ne savait pas trop. Au départ, moi, je faisais partie vraiment des tout premiers. On était à peu près 1500. Et je me suis rendu compte que les gens, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire avec ce truc-là. Et même les créateurs, eux-mêmes, ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Ils avaient, par exemple, établi des scores. Au début, on pouvait faire des scores. On ne savait même pas si ça allait être un jeu ou pas. On ne savait pas, il y avait des communautés. Alors, il y avait des gars qui étaient plutôt libertaires, un peu flower power. Puis à côté de ça, il y avait des gars qui voulaient faire un wargame. Donc, il y avait des mecs qui se fritaient pour savoir qui... voilà. Il y avait aussi plein de communautés qui avaient trouvé dans cet endroit une manière de s'exprimer. Et d'avoir tout un univers qui était à leur couleur, on va dire. Il y avait des gothiques, il y avait des vampires, il y a toutes sortes de personnages assez drôles qui finalement, quand ils étaient habillés en gothique dans la rue, ils étaient un peu tout seuls, mais quand ils se retrouvaient dans Second Life, ils pouvaient construire tout un univers gothique, et donc du coup, ils se réfugiaient beaucoup dans ce type d'environnement. Et évidemment, il y avait pas des conflits, mais en tout cas, les gens essayaient d'imposer à la plateforme comment dirais-je, d'avoir les couleurs de sa communauté en quelque sorte. Donc du coup, cette capacité à se révolutionner, c'est-à-dire que c'est des courants en fait de communautés qui transforment le métavers plus que en quelque chose de vertical qui viendrait à s'imposer à la plateforme. C'est quelque chose plutôt d'horizontal et difficile de dire en fait quelle sera la prochaine transformation. Et puis, si on se réfère tout simplement, quand je parle de la capacité à se révolutionner, si on se réfère simplement à la science-fiction, à la SF, on arrive toujours à un moment donné où il va y avoir une révolution. Hein. Quand on prend Matrix, quand on prend les bouquins que j'ai cités, c'est toujours un moment où il va y avoir une révolution. Donc, voilà. Ensuite, donc le code, c'est la loi.
en quelque sorte. Mais le code correspond plutôt aux lois physiques de notre réalité. Par exemple, est-ce qu'un objet tombe, est-ce qu'il y a de la gravité, est-ce qu'il n'y en a pas. Il y a plein d'éléments comme ça qui peuvent être codés. Mais c'est assez paradoxal, tout ne peut pas être codé. Je vais prendre un exemple. Au début dans Second Life, je prends toujours cet exemple parce que disons que le Second Life, c'est quand même l'embryon de métavers. Il a été construit un peu comme ça. Et même si aujourd'hui, il y a un peu d'eau propre qui est jetée dessus, ça a été une aventure incroyable pour ceux qui l'ont vécu, en tout cas. Et je disais, au début, il y avait des casinos. Il y avait des mecs qui avaient créé des casinos pour se faire du blé. Donc voilà, ils avaient monté des casinos, des machines à sous, ils avaient tout codé, etc. Et à un moment donné, les lois américaines ont imposé à Linden Lab qu'ils devaient se mettre en conformité, et c'est-à-dire ils devaient prendre une licence s'ils devaient, voilà. Bon. Ben, en fait, donc ça a été interdit, de faire des casinos dans Second Life, mais vous pouvez pas coder ça. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez garder la liberté pour que les gens puissent créer, en fait, c'est interdit par comment dirais-je, les conditions générales d'utilisation. Mais si vous voulez faire des tripots cachés et continuer à avoir des machines à sous, vous pouvez fondamentalement. Donc, quand je dis le code, c'est la loi, c'est aussi, c'est pour ça que je parle d'une réhumanisation de l'espace informatique au travers de l'avatar. C'est-à-dire qu'il y a aussi une partie du métavers qui est basée sur des comportements humains et qu'on ne peut pas totalement évincer par le code. Voilà. Donc c'est assez important parce que c'est ce qui fait un peu la différence avec le jeu vidéo, dans le sens où dans le jeu vidéo, si vous n'avez pas envie qu'il y ait de casino, il suffit que vous n'en construisiez pas et puis voilà quoi. Je veux dire, les développeurs n'en construisent pas et puis basta quoi. Voilà. Donc alors, je parlais d'Oculus, etc. Et je disais, donc il y a eu des déclarations qui ont relancé l'idée d'un métavers. Donc, notamment Brendan Iribe, le beau gosse là. Donc, c'est le président d'Oculus. C'est pas le fondateur, c'est le président. Il dit, il a lancé ça, je sais plus sur Twitter, où il a dit nous voulons mettre 1 milliard de personnes dans la réalité virtuelle, le plus grand MMO jamais créé. Alors tout le monde s'est écrié métavers, compte tenu du nombre de personnes. Donc évidemment mais notez que c'est MMO, donc c'est Massive Multiplayer. Or le métavers, c'est pas un jeu. Il peut y avoir des jeux à l'intérieur, mais c'est pas un jeu. Donc ce qu'on peut dire, c'est que Brendan Iribe, lui, il a une culture qui est plus gaming. Les mondes virtuels, pour lui, il connaît pas trop, ça l'intéresse pas trop, mais il a lancé quand même cette idée. Et il y a plein de gens, ça a mis la puce à l'oreille à plein de gens, notamment les acteurs d'embryons de métavers, que sont par exemple Second Life, et d'autres. Ça leur a mis la puce à l'oreille parce qu'ils se sont dit, lui, il parle d'un MMO. Il y a de la place, il y a une place à prendre en fait, en quelque sorte. Alors évidemment, c'est aussi une phrase pour se mettre en conformité avec l'accord qu'ont conclu Oculus et Facebook, puisqu'en fait, Oculus a promis à Facebook de développer des briques VR pour Facebook. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans Facebook, vous aurez la possibilité, normalement, si les choses se font, d'avoir des expériences de VR à partir de votre profil Facebook. C'est-à-dire, l'idée, c'est par exemple, vous êtes en vacances, vous partagez l'endroit où vous vous trouvez sous une forme tridimensionnelle à 360, etc. Et puis la personne peut s'immerger dans votre contenu, ou je sais pas, ou dans votre mariage, ou des choses comme ça. Et ça va être développé. C'est vraiment dans la roadmap. Maintenant, quand est-ce qu'ils vont le faire, on ne sait pas trop. Est-ce qu'ils vont respecter ça? Parce que l'idée, c'est que ils ont quand même leur propre idée en tête chez Oculus, et à un moment donné, ils vont devoir, on va dire, ils ont pactisé un peu avec le diable en quelque sorte, et à un moment donné, il va falloir qu'ils délivrent aussi pour Facebook. Donc, je vous dirai plus tard pourquoi je vous dis ça. Donc, il y a eu d'autres déclarations. Il y a John Carmack. Donc, c'est le CTO si je ne me trompe pas, c'est le CTO d'Oculus. Donc, il est connu, John Carmack, parce que c'est le fondateur d'ID Software. En l'occurrence, c'est celui qui avait disons, c'est un peu le pape de la 3D, du jeu en 3D en perspective, en l'occurrence, Wolfenstein, pour ceux qui connaissent, pour les gamers, et puis Doom, ça c'est connu de tout le monde à l'époque. Il a déclaré à un moment donné que construire un holodeck, à propos d'un livre qui avait été écrit sur l'aventure de Doom, je crois, donc construire un holodeck est un impératif moral. Alors le holodeck, c'est pas tout à fait le métavers. Le holodeck, c'est une espèce de génération spontanée de réalité
dans lequel vous êtes immergé, mais c'est pas spécialement persistant. C'est-à-dire que bon, ben voilà, c'est un peu comme dans Star Trek, hein, les endroits où ils s'entraînent. Par moment, il y a le capitaine Kirk qui veut revoir ces vertes prairies, puis il ouvre le holodeck et puis il se retrouve dans une espèce de passé, etc. Mais la phrase impératif moral, on s'est posé la question de savoir pourquoi il disait ça. C'était un peu flou. Mais en fait, John Carmack, c'est aussi le mentor de Palmer Luckey. Et Palmer Luckey, c'est le fondateur d'Oculus. Hein, c'est celui qui a créé les premiers prototypes. Il a été repéré par John Carmack. Enfin, c'est John Carmack qui lui a pris la main, on va dire, au début. C'est lui qui a tweeté son premier prototype, etc., qui a amené les gens à s'intéresser, entre autres. Hein, mais en tout cas, ça a été son mentor. Et on retrouve un peu cette idée chez Palmer Luckey. Tout le monde veut vivre une vie heureuse. Mais ça va devenir impossible de donner tout ce qu'il veut à chacun. La réalité virtuelle peut offrir ça. Donc en fait, Palmer, lui, il est plus dans une espèce d'idée que le métavers, ça serait... il parle pas seulement de la réalité virtuelle quand il dit ça. Il a plusieurs déclarations. Il parle vraiment que ça serait un peu la revanche des 100 grades. L'idée d'avoir les mêmes expériences. Alors c'est un Californien, hein. Donc il a toujours été un peu frustré de voir les riches qui avaient accès à des expériences de fous, etc. Et puis il se dit qu'au travers du métavers, on va pouvoir avoir, et d'Oculus, on va pouvoir avoir des expériences incroyables à vivre. Et on sera finalement tout le monde un peu à égalité. Et voilà, et on n'aura pas d'empreinte carbone. Et voilà, enfin bon, un discours un peu politique et en même temps un peu social. Mais bon, il est un peu naïf, Palmer, mais bon, sa vision est bon, voilà, c'est une idée comme une autre. Hein. Alors, un autre personnage qui intervient, excusez-moi, c'est un peu beaucoup de texte. En fait, c'est là où je parlais de Second Life tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un personnage qu'on a complètement oublié dans l'histoire du rachat d'Oculus par Facebook. C'est Cory. Donc Cory, c'est le co-créateur de Second Life, en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'il a eu un différend avec Philip Rosdell, l'autre co-créateur de Second Life, en 2007. Il a d'abord créé un autre monde virtuel qui s'appelait Cloud Party. Et ensuite, il a été drafté par la division mobile de Facebook. Mais entre-temps, vu que, comme dit Zuckerberg, Facebook est devenu une compagnie du mobile, il dit que c'est ce qu'il dit, en fait, cette division a pris beaucoup d'importance. Et c'est en fait Cory qui a soufflé à Zuckerberg de racheter Oculus. Donc on voit et c'est lui qui va présider à tout ce qui est VR, développement VR chez Facebook, avec Oculus. Donc on voit que quand même il y a des éléments de Second Life, en tout cas des gens importants de Second Life qui ont pris des positions importantes chez Facebook et qui ont été un élément déclencheur dans le rachat d'Oculus. Voilà, c'est pour ça que je disais. Alors, donc bon, il a des déclarations. Donc plus nous avançons, plus nous avons ajouté de détails à propos de vous pour être capable de dire voici l'endroit où j'étais, voici l'endroit où je suis. La réalité virtuelle sera une manière plus riche de partager des expériences. Donc lui, il a un discours très pragmatique, simplement d'expérience VR. Il parle pas tellement de métavers, mais pour lui, c'est en fait le profil que vous avez créé en quelque sorte, c'est un peu une version sublimée de vous-même. C'est un avatar. Hein, on parle surtout des expériences réussies, de ces réussites. Et puis il y en a qui parlent que de leurs échecs, mais c'est aussi une manière d'avoir une identité particulière sur le web. Et puis si vous rajoutez des pattes à cette identité, et puis que vous allez rencontrer vos amis, vous êtes dans une forme de métavers finalement. Et donc le profil, c'est un avatar en quelque sorte. Hein. Donc la nation avatar, les pionniers d'une vie en ligne, on va dire. C'est ce que j'avais comme ça. Donc, ah oui, j'avais fait un petit aparté sur l'avatar. Parce qu'on pose souvent la question de pourquoi la persistance, je crois que c'est écrit comme ça, de l'avatar humanoïde. Pourquoi on ne serait pas autrement ? En fait, plusieurs explications à ça. L'idée, c'est que l'avatar, ça fait souvent l'objet un peu d'une catharsis. Hein, c'est-à-dire, on essaye de se transformer, on essaye d'apporter même sur des petites choses. Quand on fait un petit personnage, etc., on essaie d'avoir un peu des éléments de nous, puis un peu des éléments qu'on aimerait avoir. Il y a plein de choses de cet ordre-là. Il y a des études de psychologie là-dessus qui ont été faites. Pourquoi se priver de milliers, voire de millions, hein, j'étais un peu prédicteur là-dessus, d'années d'évolution, puisqu'on nous a fait corps en étoile, ça nous permet quand même de faire plein de choses. Et donc, pourquoi on va s'en priver ? Pourquoi on irait prendre un autre ? Et puis, il y a le désir, en fait.
aussi, notamment dans les endroits où on peut faire autre chose que de faire du frag. Voilà, on peut aussi s'aimer, on peut aussi se désirer. Et donc, c'est vrai que le corps humain est un moteur, un moteur de désir. Et c'est assez fondamental dans le métavers, je trouve. Donc voilà. Donc les formes d'avatar, donc bon, comme je disais, pour moi, le profil, quels que soient les profils, ce sont des avatars. Après, il y a l'avatar marionnette, c'est celui qu'on utilise avec des commandes, comme dans Second Life. Maintenant, on va de plus en plus vers l'avatar mimétique, une forme de scaphandre. On va avoir des capteurs qui vont capter notre visage, capter éventuellement notre marche. Hein. On a des appareils pour pouvoir. Disons qu'on va plus avoir moins avoir besoin de commandes, on va plus pouvoir bouger, s'exprimer, etc. et être capté directement. Enfin bon, ça c'est une itération plus lointaine, mais bon voilà, c'est le M, ce qu'on appelle. Il y a un excellent bouquin qui s'appelle La République des M. C'est M pour émulation, hein, on pourrait dire les sims presque aussi. Mais c'est une duplication de vous-même, en fait, reprenant vos caractéristiques, mais autonome. L'idée, c'est qu'on puisse éventuellement se dupliquer, éventuellement vendre la force de travail de son avatar, etc. Enfin, c'est des choses que certaines personnes évoquent. Alors, le préampule, oui, je disais que le métavers, en fait, il existe déjà en pièces détachées. Il y a du réseau social mondialisé par là, de la 3D, des gamers organisés en micro-sociétés, des rêves d'avatar un peu partout. Donc, effectivement, il est déjà là un peu le métavers, mais il n'y a personne qui l'a vraiment cerné totalement. Donc, là, je parle de la nation avatar, en l'occurrence. Donc, alors, il y a une petite phrase que j'avais notée pour les gens de Second Life qui disent ils ont les lunettes, mais nous avons le monde. Bon, c'est une phrase un peu frustrée. Parce que c'est vrai qu'ils se reconnaissent pas trop dans cette nouvelle VR, déjà parce que pourtant les nouvelles équipes de Second Life font beaucoup d'efforts. Ils ont déjà le monde n'est plus du tout celui que vous avez connu si vous n'y êtes pas retourné depuis longtemps. Il y a un moteur atmosphérique, il y a des mèches, les avatars peuvent être magnifiques, les environnements aussi. Mais comment dirais-je, désormais les Oculus Ready aussi, c'est-à-dire qu'on peut utiliser Oculus dans Second Life. Bon. Donc je reprends, donc Second Life a été inspiré par Snow Crash, un monde virtuel plus abouti à ce jour. Les chiffres sont très stables. L'immobilier, alors c'est pareil, quand je parlais de transformation, par exemple les chiffres de l'immobilier sont en baisse. Par contre, la vente d'objets virtuels est en augmentation et le Second Life est très très rentable. Le chiffre d'affaires c'est 100 millions de dollars par an. Et ça permet de faire pas mal de choses pour Linden Lab et je vais vous expliquer pourquoi après. Ensuite, il y a les OpenSim. Alors, les OpenSim, c'est des itérations de Second Life, mais qui sont plutôt du domaine du libre. C'est-à-dire, en fait, c'est des versions open source de Second Life, mais voilà. Alors, vous voyez, sur l'un, c'est The Open Source Metaverse. Donc déjà, on retrouve ce terme. Donc, c'est des ébauches de métavers quand même. Hein. C'est-à-dire, c'est l'idée de plusieurs petits univers qu'on va relier. Pareil, je suis trop long. Ah merde, je suis long là, c'est vrai. Excuse-moi, ça va. Ok, j'ai plus pour très longtemps. Ah, il me reste plus que 13 secondes. Ok, ça va, j'avance. Donc, les Open Simulators appartiennent au mouvement Do It Yourself. Donc, il y a un outil d'unification, mais qui est Hypergrid, qui est très peu utilisé. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas les mettre comme étant un candidat vraiment pour le métavers aujourd'hui. Il y a une très petite population et une technologie un petit peu datée, puisqu'ils ont, disons, l'ancienne version de Second Life, en fait, à travailler. Donc je vais passer un peu, donc il y a les hybrides aussi, donc il y a Minecraft, c'est Arrow sur la génération Z, je disais, c'est parce que c'est vrai, il n'y a pas que des jeunes qui utilisent Minecraft, mais c'est vrai que c'est quand même, on les retrouve beaucoup dedans, et ça, voilà, bon. Evenline, etc., WoW, Destiny, bon. Je vais passer sur les candidats, je vais aller plus vite. Dans les avis de décès, PlayStation Home, là je voudrais juste dire rapidement sur ce conflit gaming et monde virtuel. PlayStation Home, c'était un monde virtuel qui avait été créé pour les consoles, pour la PlayStation. Ils l'ont fermé. Pourquoi ? Parce que dès le départ, il y avait un conflit pour les gens de Sony. Si les mecs sont dans des mondes virtuels, ils ne vont pas jouer à des jeux vidéo. Et donc, ça les emmerdait parce que c'est une question c'est chronophage en fait. Et il y a quand même une espèce de... Voilà. Donc, les candidats.
Donc j'avais dit en fait que Oculus c'est un peu ça, c'est un peu la phrase, c'est one ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all. C'est un peu Oculus qui attire comme ça tous ces environnements à se réunir, à se créer. Voilà. Donc c'est un peu la note Tolkien pour moi. Donc les candidats, rapidement. Donc il y a High Fidelity, le retour de Philippe Rosdell, le créateur de Second Life. Donc là, pareil, il reprend les éléments qu'on avait parlé tout à l'heure. Si Snow Crash était le manuel d'instruction pour Second Life, Ready Player One nous a terriblement inspiré pour High Fidelity. Donc c'est un nouveau monde virtuel qui est en gestation pour l'instant, donc c'est le retour de Philippe. Une architecture originale, c'est-à-dire en fait c'est vous qui allez porter la charge du serveur, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes dans Second Life de savoir quand il y avait beaucoup de gens sur un comment dirais-je, sur un simulateur, bon bah voilà, ça crachait, enfin il y avait plein de soucis comme ça, un problème de charge, de montée en charge des serveurs. Dans l'architecture d'High Fidelity, c'est un peu différent parce que chacun va porter la charge sur son ordinateur personnel et la porter à l'environnement, même avec un portable si vous ne chargez qu'un avatar par exemple. Donc c'est assez original. Et pour ceux par exemple qui ont un bar, mettons qu'ils veulent monter un bar dans ce métavers que propose, ou en tout cas dans ce monde virtuel que propose Rosdell, vous allez avoir la possibilité d'être rétribué, parce qu'il pense tout de suite business lui, hein, d'être rétribué pour, comment dirais-je, l'apport, ce que vous apportez en termes de puissance de serveur. Et vous pourrez être rétribué grâce à une monnaie qui va créer. Alors, il s'est mis un peu en empathie avec Oculus, sachant qu'il est évidemment le produit Oculus Ready, en faisant une guerre contre la latence. Et il descend très très bas. Il descend en dessous de Skype. Il descend vraiment sous des très peu de millisecondes. Tout ça pour lutter contre le lag, évidemment, et la latence. Il y a l'utilisation des voxels aussi qui est intéressante. Voxels, c'est ces espèces de pixels 3D en fait, qui se déterminent les uns par rapport aux autres et non pas par rapport à une grille. Donc c'est intéressant. Et puis il y a toujours cette idée de mimétisme de l'avatar. Il parle beaucoup de ça, le mimétisme de l'avatar avec l'opérateur. Il a plein d'idées, franchement il a plein d'idées, son produit a l'air intéressant, il est en phase bêta, pour l'instant on ne peut pas y accéder, sauf si vous voulez lui proposer un gros machin qui va s'arrimer sur son truc, il sera peut-être d'accord, mais en tout cas en tant qu'individu, on n'est pas encore invité à y aller. Ensuite il y a un autre candidat, quand je parlais de Second Life comme une vache à lait pour Linden Lab. Donc Ebe Alberg, c'est le nouveau CEO de Linden Lab. Nous allons dépenser une tonne d'énergie dans les années à venir pour une plateforme nouvelle génération. Donc là, il y a l'expérience de Linden Lab, financée par Second Life, tout bêtement. Ils veulent devenir un peu un concurrent de Unity, qui est beaucoup utilisé pour créer des environnements... ça va? Je suis toujours un peu dans les clous? Ouais, je vais passer. Il n'y en aura peut-être pas, tu me diras. Donc, je termine juste ça, parce qu'après, j'en ai un dernier. Donc, ils veulent devenir un peu la sandbox pour Oculus, en quelque sorte. C'est-à-dire... Puisqu'ils ont constaté que beaucoup de gens pouvaient finalement, même s'il y a une petite courbe d'apprentissage dans Second Life, on peut quand même créer assez rapidement, et qu'on peut mettre un Oculus et qu'on peut voir. Donc fondamentalement, on peut voir ce qu'on a créé avec un Oculus. Donc l'idée, c'est de devenir une sandbox, c'est-à-dire avec que ça soit moins compliqué, que les gens puissent plus facilement faire de la création. Donc j'avais mis évidemment dans les candidats Google, ça on l'a vu tout à l'heure avec toi. L'idée c'est que si vous comment dirais-je, si vous faites un scan de l'environnement et qu'ensuite vous transmettez ces données-là, vous pouvez avoir des avatars qui viennent dans cet environnement. Ça veut dire qu'il y aura une surcouche de réalité autour de vous, dans une même pièce. Il pourrait très bien y avoir vous et des avatars qui se révéleraient avec votre lunette en fait. Donc ça serait un métavers des coordonnées finalement. Donc Google, Facebook, j'avais fait un petit mash-up comme ça donc de Facebook. Facebook est un candidat au métavers, compte tenu du nombre d'utilisateurs, compte tenu des capacités financières, compte tenu évidemment des accords avec Oculus. Voilà. Alors il y a le Web 3D aussi qui est un peu différent, mais je vais passer rapidement. Donc ça vous pouvez les noter, Janus VR, Alt.